Bonjour, bienvenue à cette présentation des nouvelles normes de réanimation selon la norme 2021. Alors, première question, c'est qui édicte ces normes? C'est pas Formamed en l'occurrence, c'est l'ILCOR. L'ILCOR, c'est qui? C'est l'association de tous les différents continents au niveau mondial. Donc, on vous allez retrouver principalement les Européens, le RC, les Américains, l'AHA, qui sont les deux plus connus, je dirais, en Suisse. Après, on va retrouver autant des continents comme l'Afrique ou l'Australie, par exemple, qui vont rejoindre justement cette association, ce comité, et qui vont édicter justement ces nouvelles normes à peu près tous les 5 ans. Donc là, les normes jusqu'à maintenant, c'était 2005, 2010, 2015, et là, maintenant, on parle des normes 2021. Alors, pourquoi 2021? C'est parce qu'on a été retardé à cause de la pandémie. C'est pour ça qu'il y a eu justement cette attente. Alors, les normes, en l'occurrence, de base, elles n'ont pas vraiment changé. Ce qui a changé, c'est la ligne. Jusqu'à maintenant, on était lié à l'ILCOR. L'ILCOR nous donnait justement une base et nous, on pouvait choisir si on voulait plutôt prendre, je dirais, des stratégies des Américains, plutôt les stratégies des Européens, ainsi de suite. Depuis cette année, on doit vraiment suivre la ligne des Européens, de l'ERC, ce qui fait qu'il y a quelques petits changements dans les stratégies, dans la structure, je dirais, des cours et dans les remarques. Point positif, c'est que nos amis français ou allemands qui débarquent en Suisse vont plus avoir des formations qui seront plus forcément adéquates. On va avoir quelque chose qui sera forcément dans la même ligne. Donc, on va quand même parler un petit peu la même langue. C'est ça qui est intéressant. Alors pour Formamed, nos cours sont validés selon la norme 2021 depuis début juillet. Nous avons envoyé tous nos documents comme ça avait été demandé depuis le 1er mai. Donc la norme est sortie le 1er avril. On a dû attendre le 1er mai pour envoyer les documents et on a dû attendre justement un certain temps pour que nos cours soient validés. Pendant cette attente, on a fait que toutes nos documentations soient déjà aux nouvelles normes. Donc, dans tous les cours qu'on a donnés à ce jour, on a fait vraiment attention à ce qu'on nous parle déjà des nouvelles normes pour pas que justement les personnes qui vont refaire un refresh dans 2 ans doivent attendre justement 2 ans pour pouvoir justement avoir ces nouvelles normes. Donc, depuis plus ou moins, je dirais, mi-avril, on parle de ces nouvelles normes dans nos cours. Les changements dans les titres, on a eu un ajout, c'est le BLS Quick. Qu'est-ce que le BLS Quick? C'est une formation style justement un peu Speed Basic Provider, comme on l'avait développé, c'est-à-dire que c'est une formation sur la réanimation, sur la défibrillation, euh, pour, je dirais, monsieur tout le monde, dans l'idée vraiment de former un grand nombre de personnes. Alors, on n'a pas une durée requise, on n'a pas des objectifs qui sont donnés par le SRC et on n'a pas vraiment une durée de validité. Donc, nous, comme on sait qu'on doit faire des formations tous les 2 ans, on recommande une formation tous les 2 ans, mais ce n'est pas du tout une obligation en l'occurrence. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'on sait que la plupart du temps, les arrêts cardiaques vont arriver à domicile. Donc l'idée, c'est de former quand même un grand nombre de personnes pour que le jour J, on soit capable de réagir en sachant qu'on va avoir un coaching du 144. C'est pour ça que c'est une formation qu'on peut recommander dans les entreprises où le risque n'est pas énorme en soi, où les gens ne portent pas le titre de secouriste d'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait adéquat dans ces situations-là. On va voir, de toute façon, dans le cadre de Formamed, on va avoir vraiment bien le cours. La grande différence, ça va être le nombre de participants, car sur ce cours-là, on n'est pas limité. Donc, on peut aller sans autre sur des groupes de 12, comme on pouvait le faire avant avec d'autres formations. Justement, si je viens sur une formation qui était connue, qu'on a beaucoup donnée, le Basic Provider, là, il y a eu un petit changement. Alors, la durée est restée la même, ça, c'est pas un changement spécifique. Le changement principal, c'est qu'on a ajouté la position latérale de sécurité, chose que Formamed faisait déjà, car pour nous, on a toujours proposé des formations de 2 heures et rarement de 1 heure, et puis on a toujours intégré justement la position latérale de sécurité. Par contre, on pouvait aller jusqu'à 24 participants pour un formateur selon la structure du cours. Là, aujourd'hui, nous ne pouvons plus. Il n'y a plus la solution justement multimédia comme il y avait avant.
Donc là, on est limité à un formateur pour 8 participants. Ce qui fait que peut-être on vous a proposé justement des alternatives suite à cette problématique-là. On nous impose justement des mannequins avec un feedback audiovisuel. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des mannequins de meilleure qualité. Ce que Formamed faisait déjà pour nous, ça n'a pas un changement drastique en soi. La différence, qu'on va rajouter un mannequin, on va rajouter des mannequins Nurugo, qui sont des nouveaux mannequins avec un affichage aussi sur le front et qui vont permettre justement de se former, je dirais, encore mieux tout seul en soi. C'est un peu la nouvelle ligne du SRC, c'est de faire que les participants soient le plus autonomes dans leur formation, avec des avantages et des inconvénients. C'est pour ça que les cours ont plutôt tendance à être diminués dans le temps et augmentés au niveau du nombre de participants. Et la dernière formation, en l'occurrence pour les secouristes, le Generic Provider, qui est là vraiment la formation de secouriste, là, un des premiers changements, c'est qu'on nous impose une durée maximale de 4 heures. Donc, pour les clients qui appréciaient des formations plus longues, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ces durées plus longues, mais en faisant des exercices pratiques BLS AED à la suite, ce qui nous permettra de vraiment garder ce niveau de compétence en sachant qu'on va faire encore plus de pratiques qu'avant. Mais voilà, c'est un petit peu le changement, je dirais, de la ligne en soi par rapport à ça. Là, il nous impose un formateur aussi pour 8 participants. Alors ça, c'est plutôt, je dirais, le point positif pour vous, c'est qu'on va pouvoir augmenter le nombre de participants. C'est positif dans le sens où on va pouvoir avoir plus de monde formé en moins de temps. Le petit défaut pour nous formateurs, c'est qu'on aura un petit peu moins de monde pour un peu moins de temps, pardon, pour les participants. Donc là, c'est un petit peu le bémol. C'est pour ça qu'on nous impose aussi ces mannequins qui ont un feedback. C'est pour que les participants soient le plus autonomes possible. Donc là, à voir justement par rapport à la structure de votre société, à vos envies. Nous, on ne pourra pas attester plus de 4 heures, ça nous est interdit. Par contre, rien ne nous interdit de faire des formations plus longues avec plus de pratiques à côté avec, comme je disais, des exercices pratiques. Pour les professionnels de santé comme pour les secouristes institutionnels, il nous est il nous est recommandé, pardon, le SRC recommande 30 minutes de pratique toutes les années. Donc nous, comme la formation, elle est toutes les 2 ans, de toute façon, il y aura cette activité tous les 2 ans. Par contre, dans la période euh, de pause, si j'ose dire comme ça, entre les refresh, là, il est recommandé de faire au moins minimum 30 minutes. Alors, Formamed, depuis toujours, propose des solutions soit avec un déplacement d'un formateur, soit en interne. N'hésitez pas de mettre en place une structure pour que les gens, justement, puissent s'auto-former ou se former par nos soins à ces gestes-là. Il suffit juste de planifier un exercice, par exemple une situation réaliste, et de revoir la réanimation toutes les années. C'est une plus-value qui est vraiment recommandée par le SRC. Le SRC aussi met en avant le fait que c'est pas parce que la formation a échoué qu'on n'a pas le droit de réanimer. Alors c'est clair que dans une institution, on se doit de suivre les normes. Donc là, l'idée, c'est de faire une formation tous les 2 ans. Si on est dans la situation comme aujourd'hui liée au Covid, où on est embêté, on ne peut pas faire comme on a envie des formations, où on a du retard parce que on ne peut pas les planifier aussi vite qu'on aimerait. Là, c'est important de les planifier pour qu'elles soient bloquées, pour qu'en cas d'audit, on puisse présenter justement la date du prochain cours et montrer que ce n'est pas une volonté de tricher, qu'on est vraiment dans cette ligne-là, de suivre ces formations tous les 2 ans. Mais si demain, il devait y arriver à une réanimation chez vous, même si le dispositif n'est plus à jour, même si pour une raison ou une autre, il y a un couac à ce niveau-là, les gens peuvent réanimer et se doivent de réanimer. Il y a aucune, ça ne donne pas le droit de pratique plus qu'un autre. La chaîne de survie, elle a un petit peu changé. Donc là, ça, c'est la chaîne de survie européenne. En soi, là, il n'y a pas un grand changement. On a juste ajouté le fait d'identifier les symptômes d'un problème cardiaque, par exemple, pour anticiper, pour éviter d'arriver sur une réanimation. Par contre, les Américains ont modifié nettement plus leur chaîne de survie. Donc, il y a déjà 5 ans, ils ont ajouté une ambulance. C'est clair que suite à la réanimation, il y a une ambulance qui arrive. Mais comme vous pouvez le constater, ils ont ajouté un maillon sur le rétablissement. Pour la pédiatrie, ils l'ont aussi ajouté. Alors, la petite spécificité de la pédiatrie, c'est que le premier maillon, c'est la prévention.
ce qui était déjà existant avant, en soi, c'est pas une nouveauté. Par contre, pour les deux, autant pédiatrie qu'adulte, il y a cette notion de rétablissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rétablissement? C'est l'idée de dire qu'il faut que la personne qui a pratiqué la réanimation, les témoins, comme la victime, soient suivis. Alors, pour la victime, ça va être intra-hospitalier. Pour les témoins ou pour les intervenants, ça va dépendre dans quel contexte et autres. Dans le cadre de Formamed, nous, on propose depuis longtemps un diffusing après intervention. N'hésitez pas, si malheureusement vous deviez avoir une situation dans vos murs, de faire appel à nous. On est là pour ça. On a un team spécifique pour répondre à cette problématique, ce qui permet justement d'éviter que les gens rentrent à la maison avec un stress et puis qu'on développe un stress post-traumatique. On est vraiment dans une idée de diffusing, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien qui va se faire après, peut-être on devra mettre un débriefing en place, mais ça permet déjà de désamorcer pour faire que les personnes puissent rentrer à la maison en sachant qu'elles ont tout mis en place. Souvent, c'est ça aussi la question, c'est est-ce que j'ai fait juste ou est-ce que j'ai fait faux? Par rapport à l'algorithme du SRC, donc là, ils ont choisi un algorithme qui peut être en rouge ou en noir. Formamed a choisi le rouge. Donc là, on le distribue aussi depuis bien quelques mois. La différence avec cet algorithme par rapport à l'autre, elle n'est pas drastique. Le changement, je dirais, c'est vraiment l'idée au niveau de cette réanimation adulte. Donc, on met l'accent sur la ventilation. Donc, les normes 2021 disent vraiment arrêter de dire que la ventilation sert à rien. Alors, l'idée, c'est que ça va dépendre de nouveau de quelle formation on donne. Si on est dans les formations de base comme le Quick BLS, dans cette situation-là, on ne fera pas de ventilation parce qu'on est sur une formation très courte où l'objectif, c'est de réanimer très rapidement, d'alarmer les secours et de mettre en place un défibrillateur en faisant tout pour que un secouriste ou un first responder arrive rapidement. Par contre, pour les formations supérieures comme le Generic Provider, la ventilation a tout son sens et elle doit être enseignée dans nos cours. Alors, Formamed, ça change strictement rien du tout. Depuis le début, on fait ces formations, on enseigne la ventilation dans nos cours. Donc pour nous, il n'y a aucun changement drastique. Par contre, c'est clairement mis en avant qu'on doit intégrer ces ventilations. Alors là, aujourd'hui, en période Covid, on est embêté, hein, c'est clair, on ne peut pas faire des ventilations comme on aimerait. Là, Formamed vous recommande d'investir dans un ballon de ventilation et de travailler la ventilation à 4 mains, ou alors de suivre la règle, c'est-à-dire de ne pas ventiler du tout ces personnes-là en sachant qu'on est peut-être un tout petit peu moins efficace, mais par contre, on assure la sécurité des secouristes. C'est ça qui est prioritaire dans toute la démarche. Un des plus gros changements, c'est le côté pédiatrie. Donc là, le changement principal, c'est que pour la pédiatrie, on vous propose d'attendre 1 minute pour alarmer les secours si vous n'avez pas la possibilité d'alarmer. Alors c'est clair que si on est deux à domicile, il y a une personne qui va alarmer, une personne qui va débuter les soins. Par contre, si on est tout seul, dans cette situation-là, on recommande de faire 1 minute de réanimation. On pense principalement au problème de noyade. Vous retrouvez malheureusement votre enfant inconscient au fond de la piscine. Vous êtes tout seul à la maison. L'idée, c'est de sortir l'enfant de la piscine, débuter une réanimation, car il y a de grandes chances qu'il reprenne une respiration dans la minute. Et si ce n'était pas le cas, on va en tout cas faire qu'on va pouvoir justement redonner rapidement de l'oxygène et faire circuler ce sang pour perfuser le cerveau, donc pour éviter aussi des lésions cérébrales irréversibles. Justement, la pédiatrie demande à ce qu'on commence par 5 ventilations. Donc, depuis les normes, en suivant ces normes justement 2021, donc depuis cette année, on recommande justement 5 ventilations pour débuter la réanimation pédiatrique, ce qui se faisait déjà dans d'anciennes normes qui avaient été abolies. Ça, c'était plutôt les Américains qui disaient on veut simplifier. Là, on voit que malheureusement, le problème respiratoire reste une priorité chez les enfants. Et c'est pour ça qu'on va débuter par ces 5 ventilations, ce qui souvent permettrait aussi de faire repartir justement une respiration, donc d'éviter une réanimation et tout un stress qui va aller avec. Ces 5 ventilations, elles sont aussi applicables chez l'adulte, seulement dans 2 cas particuliers, c'est les noyades et l'hypoxie. Reste toujours la question, l'hypoxie, alors c'est les deux, c'est de l'hypoxie, mais de les noyades et les avalanches.
Alors, reste la question de savoir est-ce que le ballon est prêt, le masque de poche est prêt à ce moment-là. Donc, nous, on dit toujours, si c'est clair que si on doit attendre sur le masque de poche parce qu'il n'était pas prêt, on va commencer la réanimation et la ventilation, elle arrivera quand elle arrivera. Maintenant, si on est garde-bain, on se doit d'avoir un masque qui est prêt et là, on devra débuter par 5 ventilations. Voilà un petit peu la particularité par rapport à ce point-là. Si on revient à la pédiatrie, on va faire du 15-2. Donc, chez l'adulte, c'est 30 compressions, 2 ventilations. Chez l'enfant, c'est 15 compressions, 2 ventilations. Donc là, chez l'enfant de plus d'une année, on va faire avec une main. Chez l'enfant de moins d'une année, on fera avec 2 doigts, soit 2 doigts traditionnels, soit avec les 2 pouces, selon l'envie, je dirais, ou la durée de la réanimation. On va voir que ça dépend un peu de la stratégie. Ça, c'est des choses qu'on montre en formation. S'il y a un retour justement à une circulation spontanée, donc la personne reprend une activité cardiaque, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, il est montré que l'oxygène a tout son sens. On devrait oxygéner rapidement ces gens-là. Alors, on est toujours dans cette question, est-ce que je mets de l'oxygène, mais pas de l'oxygène dans mon kit de premier secours? Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ça doit être un peu une finalité. Si vous avez la possibilité d'avoir de l'oxygène, c'est une plus-value car on sait que dans tous les problèmes respiratoires, l'oxygène a son sens. On sait que dans les hémorragies graves, elle a son sens. On sait que dans les accidents de plongée, elle a son sens. Après, dans d'autres cas, elle devient un petit peu moins sensée. Par contre, lors d'une réanimation avec une reprise d'un pouls, une reprise d'une activité cardiaque plutôt, l'oxygène va être quelque chose de prioritaire qu'on devrait donner rapidement. On voit aussi les obstructions des voies aériennes. Là, il y a un changement important. C'est comme on a vu, on vient sous la norme européenne. Et là, le changement, c'est qu'on va commencer par 5 tapes dorsales. Jusqu'à maintenant, on disait, on commence directement par Heimlich. Alors là, dans les nouvelles normes, ils montrent que ces 5 tapes dorsales nous évitent de faire Heimlich et peut-être d'être un petit peu moins agressif, si j'ose dire comme ça, d'éviter que si on s'est trompé, qu'on fait un Heimlich on guillemets pour rien, ben on va faire que des tapes dorsales. Donc ça, c'est une des priorités qui est mise en avant. Mais l'autre chose, c'est quand vous tapez dans le dos, vous allez créer des micro-vibrations qui vont faire que euh, l'aliment ou l'élément qui obstrue va peut-être déjà migrer un peu et qui va favoriser, quand on va faire un Heimlich, ça risque de sortir plus facilement. Donc c'est pour ça que c'est mis en avant. Pour l'enfant, ça change rien du tout. Sinon, on a des petits changements. Alors là, on n'est plus lié au SRC, on est lié vraiment à tout ce qui est premier secours pur. Un des changements pour les brûlures, c'est qu'on parle plus de 15 minutes, on parle de 20 minutes. Donc c'est un petit peu plus long parce qu'on voit que les gens prennent pas assez de temps pour rafraîchir. On parle de rafraîchissement et pas de refroidissement. L'idée, c'est de mettre de l'eau fraîche et pas froide, gelée en tout cas. C'est vraiment ça l'idée. Alors, les pansements hydrogel sont pas forcément mis en avant parce que ça va dépendre des brûlures. Ce qu'on voit, c'est que dans la grande majorité des clients, c'est des petites brûlures et là, l'hydrogel a tout son sens. Donc, si on a un hydrogel, on commence directement avec l'hydrogel, ça revient au même que de rafraîchir pendant 20 minutes. Par contre, dans les brûlures plus graves, on ne peut pas utiliser l'hydrogel parce qu'on risque de mettre les victimes comme en hypothermie. Donc là, c'est pour ça que ces normes parlent vraiment de ces 20 minutes avec de l'eau fraîche. Et là, on travaillera plutôt avec une douche ou des choses de cet ordre-là. Quand on parle de grande superficie, on parle de plus de 8-9%. On est quand même sur déjà des grandes zones importantes. Pour les hémorragies aussi, il y a des petits changements. Ce qui est recommandé dans les normes, c'est de mettre un pansement hémostatique en dessous du pansement compressif, parce qu'on a vu que les pansements compressifs étaient bien fonctionnels, mais si on rajoutait un pansement hémostatique, on augmentait la qualité de celui-ci. Donc là, on est quand même sur des graves hémorragies, on est d'accord. Sur je dirais les hémorragies traditionnelles, un pansement compressif est déjà une bonne chose en soi. Maintenant, si vous pouvez ajouter un pansement hémostatique dans le kit, c'est une plus-value intéressante. Si c'est plus grave, le garrot est toujours recommandé. Soit un garrot normal, soit on doit apprendre à faire des garrots justement avec du matériel garrot de fortune, comme on dit.
C'est des choses qu'on peut apprendre dans certains cours avec un drap triangulaire. Maintenant, on reste sur quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. Ce que nous, on dit au niveau de Formamed, c'est que si dans votre entreprise, vous identifiez qu'il peut y avoir des hémorragies graves, il est mieux d'investir sur un vrai garrot parce que ça va fonctionner nettement mieux que de partir sur une idée de faire des garrots de fortune. Le garrot de fortune, il est intéressant plutôt pour le secouriste qui se promène en montagne ou en forêt, qui découvre un accident ou qui vit un accident grave et qu'il n'a pas le matériel avec lui pour qu'il sache un peu comment le faire. Maintenant, la notion de la ceinture, c'est pas fonctionnel. Il nous faut quand même un petit peu de matériel pour que ça fonctionne au mieux. Là, on dit que le garrot, on devrait le mettre plutôt juste en dessus de la plaie. Là, il y a deux littératures. Il y a les littératures pour tout ce qui est plutôt événements majeurs, fusillade et autres, où là, on va aller tout en haut, le plus haut possible. Et puis, ben, dans un accident, on a juste une plaie, où là, on va travailler en dessus de la plaie pour éviter d'avoir tout le membre qui est en manque d'oxygène. Petite spécificité, si vous faites un malaise vagal, un choc hémorragique, des choses de cet ordre-là, le fait de lever les jambes n'a pas une pertinence énormissime. C'est pour ça que on a plutôt tendance à plus du tout le conseiller. Il faut savoir que lever les jambes, ça va être problématique en termes de confort, ça va être stressant pour le secouriste. Donc, et comme on voit qu'il n'y a pas une répercussion importante, on conseille de laisser les gens à plat, simplement. En cas de traumatisme, ça c'était déjà dicté dans les normes 2015, j'y reviens juste parce que c'est un point important. La minerve n'est pas faite pour les secouristes. La minerve peut être mise en place par un secouriste, par exemple un pistard. C'est clair que sur les pistes de ski, on peut arriver à des jours où c'est jour blanc, où les professionnels de la santé ne pourront pas accéder. Et là, on se doit de pouvoir amener une plus-value. On aura peut-être la même chose sur un lac. Ça dépendra vraiment des qualifications. Mais le secouriste lambda ne doit pas mettre en place une minerve. C'est un geste vraiment difficile et qui aujourd'hui est même discuté. Donc on doit justement plutôt mettre en attente et un bon maintien de la tête est totalement suffisant. Donc Formamed recommande un bon maintien de tête. Pour conclure, l'idée, c'est que tous les cours SRC sont limités à 8, sauf le Quick BLS, donc 8 participants pour un formateur. Pour les clients qui ont validé des offres avec 6 participants, on restera sur les tarifs traditionnels. Pour ceux qui veulent passer à 8, le tarif a légèrement été modifié du fait qu'il y a des documents en plus. La ventilation ne doit pas être négligée. Formamed le verbalise depuis plusieurs années. Donc pour nous, ça ne changera rien. Si vous avez eu d'autres prestataires, c'est clair que ça va faire un petit changement car nous, on va encore plus mettre en avant ces ventilations. Chez les enfants, comme dans les contextes de noyade ou d'avalanche, on va débuter par 5 ventilations, un des grands changements des nouvelles normes 2021. Et on intègre les tapes dorsales aussi pour l'adulte. C'était déjà le cas chez l'enfant, mais on va l'intégrer aussi chez l'adulte avant de faire un Heimlich. Donc on commence par 5 tapes dorsales suivies de 5 manœuvres de Heimlich. Si ça venait à pas fonctionner et qu'il est toujours conscient, on recontinue avec 5 tapes dorsales et 5 compressions thoraciques jusqu'à qu'il perde connaissance et après on partira sur des compressions thoraciques. Voilà, j'espère que cette petite présentation des nouvelles normes vous aura satisfait. Si vous voulez aller plus loin dans ces normes, je vous invite à suivre la formation e-learning pour les instructeurs SRC avec toute la nouvelle norme, avec l'explication de tous les points sur l'algorithme. Sinon, je reste à disposition si vous avez une question spécifique. Moi, je vous souhaite d'avance un bon été et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.